On entendit d'abord la claque. Ce n'était pas un bruit sourd, mais une fracture de silence. La main contre la joue d'Aalia, l'air qui vacille, un éclat rouge vif sur une peau qui n'avait rien demandé. Le geste n'était pas brutal, seulement mécanique. L'exécution d'une règle tacite, une correction destinée à rappeler une hiérarchie. Dolores le fit sans lever la voix, comme on corrige une plante qui pousse de travers. Alia resta immobile un instant, la main de Dolores encore suspendue dans l'air, le regard fixé sur la fenêtre froide qui donnait sur la rue. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Le cœur de la maison reprit son rythme, mais quelque chose, une petite corde, venait de se rompre. Plus tard, dans la même journée, alors que la lumière tombait comme un drap pâle sur la chambre d'enfant, Trey pleura comme s'il tirait un fil de douleur de ses entrailles. 13 mois, et déjà une colère silencieuse qui mordait ses doigts, qui rejetait les soins mécaniques, qui se repliait comme un animal blessé devant les visages formels et apprêtés des nourrices. Il avait repoussé leurs mains gantées, refusé les bras qui portèrent des protocoles, et préférait le vide que des voix professionnelles trop polies. Alia entra dans la chambre comme on entre dans un sanctuaire interdit. Elle n'était pas nounou officiellement. Elle venait nettoyer, ranger, effacer la poussière. Elle connaissait la géométrie des lieux, la commode qui grinçait, la veilleuse en forme d'étoile, la carte du monde collée au mur que Trey arrachait parfois en silence. Mais ce soir-là, lorsqu'elle posa la main sur l'épaule du petit, il cessa de pleurer. Pas parce qu'elle avait une technique. Il n'y avait pas de technique, mais parce que sa voix, tremblante au début, tomba sur un rythme ancien, comme une invitation à respirer de nouveau. Elle ne chanta pas des paroles sophistiquées. Ce fut un murmure, puis un motif répété, une berceuse qui venait des souliers râpés de sa grand-mère, d'un récepteur de radio toujours réglé sur les mêmes chansons, d'un soir où l'on avait appris à calmer la peur en la nommant doucement. Trey posa sa petite main sur la joue d'Aalia, la même joue qui, plus tôt, avait reçu la gifle. Il la regarda comme on reconnaît une terre sûre, et sans cérémonie, il pressa ses lèvres contre sa peau. Le geste était si simple qu'il ressemblait à une prière. La maison entière sembla retenir son souffle. La chaleur du contact avait quelque chose d'irréfutable. Dwayne se tenait dans l'embrasure de la porte, silhouette massive et tendue, regard embué d'un mélange d'incompréhension et de reconnaissance soudaine. Il était rare qu'il regarde quelqu'un ainsi, les traits d'un homme qui avait appris à mesurer sa vulnérabilité en silence. Il avait passé des mois à aménager une forteresse. Argent, médecin, routine. Rien n'avait apaisé l'enfant. Et pourtant, une femme venue pour balayer la poussière avait découvert un point vulnérable. Ce spectacle le déstabilisa plus qu'il ne l'admit. Alia ne fit aucun geste de triomphe. Elle remit Trey dans son petit lit, arrangea la couverture comme on borde une promesse, puis quitta la chambre en glissant un regard à Dwayne. Ce regard disait « Je ne remplace personne ». Il disait aussi « Je sais écouter ». Les mots restèrent coincés sur leurs lèvres. La gifle devint l'ombre qui les suivait. Dolores évitait d'en parler. Elle prétendait que c'était pour le bien de l'ordre, pour la discipline du personnel. Elle répétait que la maison avait des règles, des méthodes approuvées, et que l'on ne la perturbait pas sans motif. Alia, elle, continuait à faire son travail. Le soir, quand la maison s'allégeait, elle s'asseyait sur un tabouret trop petit, frottait les taches tenaces, souriait pour des raisons que personne ne voyait, et parfois chantait encore plus bas la berceuse que Trey semblait reconnaître. Il y avait dans la façon dont elle chantait quelque chose de réparateur, mais aussi d'économique. Elle n'offrait pas d'explication, seulement une étreinte sonore. Les notes étaient comme de petits cailloux laissés sur le chemin d'un animal blessé pour qu'il retrouve sa tanière. Trey vint souvent à elle sans cérémonie. Il prit, il retira, puis il revint. Les nourrices, pourtant, restaient à l'écart. Elles avaient des diplômes, des manuels, des badges plastifiés. Trey les regardait comme si elles portaient des masques. La différence était simple, et en même temps irréductible. Alia parlait la langue du ventre, pas celle du protocole. Le personnel observait. Dans la cuisine, on commentait à voix basse. Les adjectifs changeaient, sauteuse, pas faite pour ce poste, trop proche. Mais il y avait aussi des murmures plus doux, des tentatives pour nommer ce que des chiffres ne pouvaient expliquer.
Dolores, qui avait claqué les choses dans leur place, sentit quelque chose qu'elle ne comprit pas. Une irritation mêlée d'admiration. Elle gardait ses distances, ménageait ses mots comme on protège une fenêtre fragile, mais elle surveillait. Dwayne, qui avait bâti ses certitudes autour de bilan et de planification, la regarda se pencher sur le berceau et ressentit la fissure de ses propres certitudes. Il ne savait rien de l'enfance d'Aalia. Il ne savait pas qu'elle avait quitté sa ville natale à 20 ans avec un sac et un peu de foi, qu'elle avait appris à chanter pour calmer la peur des autres, avant même d'avoir su calmer ses propres nuits. Il ne savait pas non plus que, sous sa blouse grise et ses gestes mesurés, elle portait la mémoire d'un secret trop lourd pour être dit à voix haute. La maison, pour tout son éclat, avait des pièces où la lumière s'éteignait différemment. On y rangeait des objets, des photos floues, des mots qu'on laissait tomber. Trey avait presque 3 ans. Sa mère était morte dans un accident une année auparavant, et la présence d'un vide avait réorganisé la famille autour d'un silence. Dwayne essayait de contenir cette absence par la précision. Il contrôlait les agendas, les visites, les caprices médicaux. Il confiait l'enfant à des équipes triées sur le volet. Mais il n'avait pas prévu la douceur sans calendrier. Une semaine après la nuit où il avait embrassé la joue d'Aalia, Dwayne demanda d'une voix qui ne laissait place ni à l'hésitation ni au reproche, qu'elle reste. « Reste jusqu'à demain », dit-il d'abord. Puis, 2 jours plus tard, « Reste une semaine ». Les mots furent déposés comme une proposition prudente. Aalia écouta, pesant l'offre comme on pèse une responsabilité. Elle savait qu'accepter signifierait entrer dans un monde où chaque geste serait scruté, où les conventions trouveraient toujours à se plaindre. Elle accepta, non par ambition, mais parce que Trey, chaque fois qu'il se calmait, lui donnait un peu de repos. Le repos, pour elle, avait la forme d'une maison qui respirait enfin. La décision fit l'effet d'un caillou jeté dans l'eau. Les ondes furent visibles. Dolores se crispa. Certains membres du personnel murmurèrent qu'on mettait en péril le protocole. Victoria Hale, tante paternelle, donna son premier signe d'agitation en envoyant des fleurs qui semblaient trop blanches pour être spontanées. Victoria était l'architecte de la réputation familiale. Elle maniait l'image comme un artisan manie un scalp d'orfèvre. Face aux rumeurs, son front restait froid. Elle s'était construit une carrière dans la gestion d'apparence, et chaque tâche potentielle déclenchait en elle une impulsion. Nettoyer, circonscrire, neutraliser. Les premières semaines d'Aalia comme Livin furent un montage de petits rituels. Le matin, elle préparait la soupe au potiron que Trey aimait en petits morceaux. Elle lui lisait des histoires qu'elle brodait en voix basse. Elle le conduisait au parc, le poussait doucement sur la balançoire, jusqu'à ce qu'il lègue son rire comme une pièce rare. Elle rangeait ensuite la maison, repliait les serviettes, nettoyait la cuisine où Dolores la regardait faire, avec un mélange d'envie et de suspicion. En fin de journée, elle chantait encore. Parfois, quand la nuit tombait, elle restait à la porte du salon et regardait Dwayne travailler, le dos courbé vers ses dossiers, les yeux fatigués de quelqu'un qui tenait le monde sur ses épaules. Dwayne se surprit à venir plus souvent vers la chambre d'enfant. Il monta sur la pointe des pieds, comme on entre dans un lieu sacré, observant la relation naissante sans vouloir l'interrompre. Les gestes d'Aalia étaient simples. Elle administrait un baiser sur le front de Trey comme une signature. Elle essuyait la morve d'un revers de main sans dramatisation. Le garçon, lui, répondait par un sourire qui n'était pas encore langage, mais qui promettait une ouverture. Peu à peu, Dwayne sentit le goût de son propre deuil changer. Il y avait de la culpabilité, oui, mais aussi une curiosité fragile. Il nota des choses qu'il n'avait pas remarquées avant, une façon dont Aalia effleurait les jouets, un rythme qui rendait l'enfant moins brusque. La maison ne resta pas intacte face à ce mouvement. Il y eut des incidents minuscules mais révélateurs. Un plateau de nourriture qui n'arriva pas à l'heure pour Dolores, une remarque en coin sur le goût des repas, un linge repassé à la hâte que Dolores considéra comme une offense à sa compétence. Les micro-agressions prirent la forme d'un contact froid dans l'encadrement d'une porte, d'un regard qui se fermait quand Aalia parlait, d'un rire poli mais distant. Ces détails n'étaient pas des coups, mais ils avaient le même effet. Ils signalaient une hiérarchie,
un rappel tacite que certains espaces n'étaient pas faits pour certaines personnes. Alia encaissait sans fanfaronner. Elle n'était pas naïve. Elle connaissait la géographie des regards et la façon dont on mesure une personne au montant de son salaire. Mais il y avait dans sa manière d'être une dignité non négociable. Elle travaillait avec sérieux, parlait peu de sa vie, et lorsqu'on l'interrogeait trop, elle répondait par un silence qui n'était pas passif. C'était une réserve, une force contenue. Sa discrétion n'était pas servilité. Elle était une stratégie. Dans les couloirs de la maison circulaient aussi des conversations plus larges. Certaines personnes du cercle proche, des amis de Dwayne, se montraient perplexes face à la relation entre l'enfant et Alia. « C'est charmant », disait-on. Mais qu'en est-il des règles? Les règles, pour ces mondes-là, avaient la priorité. L'optique devait être impeccable. Tout ce qui semblait sortir de l'ordre risquait de devenir viral, métaphoriquement. Victoria voyait loin et calculait l'impact. Un après-midi, Alia prit Trey au parc et fut surprise de voir Dwayne s'asseoir sur un banc à distance. Il semblait vouloir se mêler sans intervenir. Trey vit la présence de son père comme une valise ancienne qu'il reconnaissait, mais à laquelle il ne savait comment se raccrocher. Il trouva refuge dans la simplicité de la balançoire et dans la main d'Alia, qui le poussait sans empressement, l'œil sur le monde, comme si elle gardait un trésor. Quand Trey eut un petit accident, une chute où son genou fut griffé, Alia improvisa une panse et embrassa la plaie. L'enfant cessa de pleurer presque immédiatement. Le geste fit rire Dwayne, un rire court et incrédule. Il observa la femme qui prenait soin de son fils et se demanda ce que ce lien signifiait. Était-ce une menace? Était-ce une naïveté qui passerait? Il ne savait pas. Mais il savait, sur le fond, qu'il n'avait jamais vu son fils se donner ainsi sans peur. Les jours passèrent, et l'aimantation entre eux grandit. Trey insistait pour qu'Alia lise un livre précis chaque soir, et le soir où il mit sa petite tête sur son épaule, Alia chanta plus fort que d'habitude. La berceuse, devenue motif, ramena des souvenirs jusque-là enfouis. Un village, une grand-mère, la langue qui berçait le vent. Chaque note semblait dérouler un pan de mémoire. Dwayne se surprit à demander des choses qu'il n'aurait pas posées auparavant. « Quelle est cette chanson? D'où vient-elle » Elle répondit simplement « De chez moi ». Sa réponse n'en disait pas plus. Cela suffisait. Pourtant, dans la salle d'à côté, une machine qui n'était pas faite d'os et de chair étudia ses mouvements. Victoria, qui vivait passionnément la gestion des apparences, commença à recevoir des images et à lire des messages qui la firent froncer. Un collègue, chargé de l'ombre, fit parvenir une capture. Trey dans les bras d'Alia, le visage détendu, les mains enlacées. Les commentaires qui accompagnaient l'image n'étaient pas neutres. « Ceci attire l'attention », écrivait-on. Victoria sentit la bouche de la réputation se tendre. Elle se rappelait trop bien combien une seule image pouvait être tordue, retouchée, présentée hors contexte. Elle connaissait la mécanique des scandales et les effets de loupe. Elle ne laissa rien au hasard. Elle ne connaissait pas Alia. Elle la réduisit mentalement à un nom sur une feuille d'aide ménagère, à une photo prise en contre-jour. Pour Victoria, l'enjeu n'était pas seulement la sécurité de Trey. Elle avait des peurs plus terrestres, liées au nom, à la postérité, à la manière dont l'histoire familiale se raconterait à la presse. Elle se souvint d'un cas similaire, d'une rumeur qui avait coûté des contrats et érodé des alliances. Déjà, sa main se tendit vers son téléphone. Son opération mentale se déroula comme une horloge, recensée, isolée, neutralisée. On était loin de la berceuse, on était dans le champ exact des stratégies. Alia, de son côté, continuait à vivre au jour le jour. Elle avait ses soldes de peur, ses craintes pour l'avenir. Elle n'avait rien dit à personne de son passé récent. Une adoption ancienne, des nuits sans sommeil, des décisions prises sur des plages de douleur et de besoin. Parce que certains secrets se tiennent pour soi afin de protéger d'autres vies. Elle sentait parfois la curiosité des regards, mais elle préférait garder ses réponses courtes. Elle ne voulait pas que sa vie devienne le sujet de conversations qui ne la concernaient pas. Il y eut un matin où, en rangeant la buanderie, Alia trouva un petit post-it collé derrière un tiroir. « Regarde en bas ». L'écriture était fine, nette, presque clinique. Son cœur fit un saut. Elle pensa d'abord que c'était un jeu, une erreur.
Elle prit la note et trouva, sous un vieux sac, une clé USB noire. Sa première pensée fut de l'innocuité. Un dossier oublié peut-être. Mais la deuxième fut plus fébrile. L'instrument avait l'air d'un outil de qui scrute plus qu'il n'oublie. Elle posa la clé sur la table, la fit rouler entre ses doigts, et sentit la possibilité d'un monde se refermer autour d'elle. Elle n'ouvrit pas la clé. Elle la glissa dans sa poche, prit une respiration et continua son travail. La clé devint une pierre dans sa poche, une chose qui obligeait sa conscience à se pencher. Elle compta ses options. Ignorer, aller voir Dolores, en parler à Dwayne. Mais le silence était souvent le premier allié pour protéger une vérité fragile. Elle choisit de garder la clé pour elle, comme on garde un secret que l'on doit sonder à la lumière d'un jour nouveau. Entre-temps, Victoria ne dormait pas. Elle avait convoqué quelqu'un, Anthony Connors, un homme que l'on appelait quand il fallait regarder derrière les portes. Il ne prit pas longtemps à accepter la mission. Anthony connaissait les mécaniques. On creuse, on assemble, on présente un dossier qui n'admet pas d'objection. Il n'était pas là pour juger des chœurs ou des chansons. Il était là pour dresser la cartographie d'un risque. Sa première directive fut simple. En savoir plus sur la femme qui avait gagné l'affection d'un petit Ellington. Lorsque, quelques jours plus tard, un message anonyme glissa sous la porte de la loge du personnel, il porta la même écriture fine que la note de la clé. Sur le petit papier, on lisait peu, mais c'était suffisant pour créer un tremblement. Tout le monde regarde. Dolores plia le message, le posa sur le comptoir, et pour la première fois son visage montra une fissure. Elle connaissait le monde des rumeurs. Elle savait ce qui pouvait venir quand l'attention se braquait. Elle avait frappé Alia parce qu'elle croyait protéger sa maison. Maintenant, elle voyait que cette protection pouvait se retourner contre elle-même. Dwayne, qui avait peu goûté à l'idée d'enquête, se retrouva à céder à l'impulsion paternelle. Protéger. Il demanda des comptes, exigea des précisions. Il ne savait pas encore à qui faire confiance. Sa frontière entre ce qui était raisonnable et ce qui ne l'était pas se déplaça. Il accepta la présence d'Alia, mais il commença à observer, à compter les heures, à noter qui parlait et quel ton ils employaient. Il découvrit dans l'apparente tranquillité de la maison un monde de précautions et de petits renoncements. Le cercle se refermait doucement. Victoria rassembla des images, des témoignages, des impressions. Anthony commença ses recherches en silence. Dolores se retira parfois dans sa chambre, discutant en murmure avec une amie de confiance, essayant de comprendre ce qu'elle avait fait. Alia, elle, sentit la pression monter mais choisit de continuer sa tâche quotidienne. Récurer, ranger, chanter. Elle sentait que la clé dans sa poche était une invitation à la vérité ou à la ruine. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, Dwayne prit la clé qu'Alia avait finalement posée sur la table. Il la regarda comme un symbole étrange. « Tu sais ce que c'est » demanda-t-il, hors de tout calcul. Alia secoua la tête. Son souffle effleura la consonne. « Non, mais quelqu'un l'a laissé là pour moi. » Elle parla sans fioriture. Ses mots allaient droit au point. Dwayne posa la clé dans sa paume comme on refile une responsabilité. Il pensa aux implications. Vie privée, réputation, sécurité. Mais il pensa aussi à Trey qui, la nuit, s'endormait au son d'une voix qui lui parlait comme à un autre. Il sentit que le choix qu'il ferait ne serait pas seulement légal, il serait moral. Sur la table, la clé noire semblait absorber la lumière. Elle était, d'un coup, la preuve que l'équilibre fragile de la maison ne tenait qu'à un fil. Quelqu'un regardait. Quelqu'un avait pris des mesures pour observer, pour cadrer, pour transformer un geste de tendresse en un objet d'enquête. La maison, trop longtemps présentée comme un îlot de contrôle, se découvrait vulnérable aux tempêtes d'une sphère publique qui ne regardait pas seulement les gestes, mais les histoires qu'on pouvait entendre. Le lendemain matin, alors que la ville s'éveillait sous un ciel qui promettait d'être dur, une enveloppe arriva au secrétariat familial. Elle portait le sceau d'un cabinet d'avocats et l'écriture compacte d'une main qui avait l'habitude de placer des mots comme des barrières. Victoria l'ouvrit sans trembler. À l'intérieur, une requête d'urgence,
un projet de plainte suggérant des motifs de protection de l'enfant et des clauses préventives. Les mots étaient formulés pour jeter un filet, restreindre l'accès, ordonner des évaluations, circonscrire la présence d'éléments non autorisés. Victoria lut une fois, puis deux. Son visage ne trahit rien, mais elle sentit la joie froide de la possession. Elle avait trouvé une voie. Elle appela Anthony à l'instant même. « Commencez les vérifications, dit-elle, et documentez chaque geste. » Sa voix était mesurée. Elle continua. « Si quelque chose fuit, nous serons prêts. » De l'autre côté du fil, Anthony acquiesça. La mécanique se mit en marche. Aaliyah, de son côté, ne comprit pas immédiatement la teneur de l'assaut qui se préparait. Elle sentit seulement une tension nouvelle dans l'air, comme si la maison retenait un souffle qui menaçait d'exploser. Elle se surprit à regarder Trey dormir d'un œil plus inquiet, à craindre que son affinité pour elle ne soit instrumentalisée, à penser que sa chanson pouvait devenir un témoin contre elle. Elle porta la clé dans la paume de sa main, fit un geste qui ressemblait à une prière, puis descendit au sous-sol pour ranger des couvertures. La maison, ce jour-là, prit une apparence différente. Les ridules d'un quotidien heureux s'effacèrent légèrement, remplacés par la géométrie d'une bataille à venir. Les cœurs, dans leurs chambres séparées, apprirent qu'un geste aussi simple qu'un baiser sur une joue pouvait déclencher une suite d'actions calculées. Les panneaux qui protégeaient la réputation s'érigèrent. Les mots se firent juridiques, les yeux se firent calculs. Pour Aaliyah, le monde extérieur demeurait fragilement double. Il y avait le garçon qui venait poser sa tête sur son épaule. Et puis il y avait l'autre monde, celui des messages anonymes et des clés trouvées. Entre les deux, elle sentit se dessiner une route étroite. Elle choisit de rester sur le chemin, d'être présente pour Trey, d'appliquer chaque jour cette forme de grâce qui consistait à répondre à la souffrance par une voix qui apaise. Elle savait que sa décision l'exposait, mais ne pas rester aurait été trahir à la fois l'enfant et ce qu'elle croyait possible. Le dernier soir, avant que la requête ne soit formalisée, elle se tenait à la fenêtre de la chambre d'amis, observant les lumières de la ville comme un chapelet de vie. Trey ronflait doucement à quelques pas. Dwayne travaillait tard, la silhouette courbée. Dolores préparait une soupe en écoutant la radio. Aaliyah prit la clé une dernière fois, la posa sur la table près du téléphone, puis alla s'asseoir au bord du lit de l'enfant. Elle chanta encore, mais cette fois la chanson était différente. Elle y mit la menace qui rôdait dehors et la transforma en douceur, en présence, en résistance. Quelque part, quelqu'un assemblait les pièces. Le monde connaissait déjà une version de l'histoire, une femme de ménage qui calmait le fils d'un riche. On la raconterait de 1000 manières. Certains la célébreraient, d'autres la jugeraient. Aaliyah, qui avait appris à lire les visages, sentit cette atmosphère comme un orage lointain. Elle n'en avait jamais souhaité la tempête, elle avait seulement voulu que l'enfant puisse respirer. Mais la tendresse a parfois le pouvoir de déranger les structures les mieux construites. Lorsque la notification arriva officiellement, un avis que des procédures légales étaient en cours pour évaluer l'environnement de l'enfant, le souffle de la maison vacilla. L'enjeu n'était plus seulement intime, il devenait public. Aaliyah sentit le vertige de la pleine lumière. Elle aurait pu fuir, retourner à des chambres déjà connues, à des logements modestes et anonymes. Elle ne bougea pas. Elle pensa à Elijah, un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis des années. Un autre enfant dont la mémoire hantait ses nuits. Elle pensa à la possibilité d'un futur qui pourrait être autre que la peur. Elle pensa à la légèreté d'un baiser sur une joue et à sa capacité à provoquer un ouragan. Elle posa ses deux mains sur la couche de Trey et le regarda dormir, comme si ses yeux pouvaient verrouiller la paix. Au dehors, la ville poursuivait sa course, indifférente. Dans la maison, les acteurs se plaçaient. Victoria fermait son dossier en souriant légèrement. Anthony commençait officiellement la vérification des antécédents. Dolores, dans sa cuisine, se demandait si elle avait agi pour protéger ou pour dominer. Dwayne, seul à son bureau, fit défiler des photos de sons durs et tendres, essayant de comprendre où il se situait dans cette nouvelle topographie. La clé noire demeura posée sur la table, reflet mat sous la lumière. Elle attendait d'être insérée dans un port, d'être révélée. Elle était, à présent,
le signe tangible que quelqu'un regardait, et que la vie d'Aalia n'était plus seulement la sienne. Dans cette attente, la maison prit un air de théâtre. La tension monta, douce mais implacable, comme la pression avant la pluie. Aalia prit une grande inspiration, posa sa main sur la clé, et sentit la nuit avancer vers elle, lourde de questions. Elle savait qu'elle devrait bientôt choisir, parler ou se taire, se défendre, ou laisser le cours des choses la traverser. Elle laissa la clé sur la table et retourna dans la chambre pour s'assurer que Trey dormait toujours. Ses doigts effleurèrent la joue du garçon. Sa paume sentit la chaleur de la peau, la douceur intacte. Elle chanta une note, et la maison, pour un bref moment, retrouva sa respiration. Le jour se leva sans éclat, comme si la ville elle-même hésitait à entrer dans la lumière. À l'intérieur de la maison, les voiles de l'attente restaient attachés aux meubles. La clé noire gisait toujours sur la table, petite promesse de révélation. Dwayne, qui n'avait jamais été homme d'improvisation sentimentale, prit la décision de la faire examiner. Il fit venir un technicien qu'il connaissait, sobre, poli, qui posa la clé sur une table lumineuse et demanda à Aalia, sans brusquerie, si elle acceptait qu'on regarde ce qu'elle avait trouvé. Sa voix était neutre. Il chercha à ne pas la charger davantage. Elle accepta. Elle n'était pas naïve. Dans une maison organisée par des stratégies, toute vérité pouvait être retournée. Mais la curiosité, plus que la peur, la poussait. Si la clé contenait des images, peut-être qu'elle répondrait à certaines questions. Et puis, il y avait Trey. Tout ce qu'elle ferait maintenant serait en équilibre entre la simplicité de ses jours et la protection du petit garçon qu'il aimait sans savoir pourquoi. Le technicien alluma son ordinateur. Sur l'écran, des dossiers s'ouvrirent. Quelques clips vidéo, un fichier audio, des images en rafale. À première vue, rien n'avait l'air sinistre. Plans anodins du salon, de traits jouants, de l'ombre d'une main sur le bord d'un lit. Mais quand le technicien fit défiler, enregistrant chaque détail, Dwayne sentit une tension. Certaines séquences paraissaient coupées, d'autres montées d'une manière maladroite. Il y eut un arrêt sur image. Un passage où la main d'Aalia frôlait la joue de Trey, puis l'image suivante montrait un plan où le geste semblait plus appuyé, comme troublé par un montage. Le technicien fronça les sourcils. « On peut retravailler des vidéos, » dit-il sans phare. « On peut jouer avec le cadrage, la vitesse, le contraste. Rien ne prouve que ce soit d'origine. Mais si quelqu'un veut nuire, il sait comment fabriquer de l'optique. » Dwayne sentit l'air se dérober sous lui. L'idée que l'affection, si minime soit-elle, pût devenir un matériau à manipuler, lui donna la nausée. Il ne dit rien sur le moment. Aalia, de son côté, regarda l'écran avec la même tranquillité contenue qu'elle avait quand elle arrangeait les couvertures. Pas de panique, seulement une attention prosaïque. Elle pensait à l'enfant et à ce que ces images pourraient se déclencher. Les jours suivants furent une escalade de petites violences administrées comme des procédures. Victoria Hale, prévoyante, avait déjà contacté un cabinet d'avocats. La requête d'urgence fut déposée. Bientôt, des assignations, des demandes d'évaluation psychologique et la présence d'un expert mandaté vinrent chambouler le rythme de la maison. Margaret Sutter, travaillant pour des ONG de protection de l'enfance et réputée pour son regard mesuré, fut invitée à observer, ni totalement neutre, ni complice, simplement une figure d'équité dont les mots pouvaient calmer ou enflammer. Au milieu de ce tourbillon, un message anonyme apparut sur la messagerie de l'assistant familial. Une capture d'écran d'une vidéo montée légendée d'une phrase sèche. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une faille. La photo était largement partagée sur les réseaux privés des proches de la famille. Plus tard, elle fuira sur des portails plus vastes. Victoria, précise, orchestrée, savait que l'opinion publique pouvait être un levier. On vit alors la mécanique du monde des apparences. Des conversations feutrées dans un bureau vitré, des communiqués calibrés, des amis appelés à témoigner, et Anthony Connors, discret mais efficace, qui remuait silencieusement les archives. À mesure que l'étau se resserrait, la vie d'Aalia se faisait plus étroite. Elle continuait à travailler,
mais ses gestes se firent plus contenus, comme si une main invisible lui demandait d'être parfaite en chaque point. Dolores, qui surveillait encore du coin de l'œil, se retrouvait elle-même prise dans ce réseau d'obligations. Protéger la maison ou protéger la vérité. Pendant une semaine, la maison vécut sous cloche. Évaluation, entretien, caméras installées ailleurs dans la maison sur ordre du cabinet d'avocats. Tout un dispositif qui transformait un foyer en plateau de contrôle. Trey, qui n'avait jamais aimé la friction des professionnels, ressentit ces changements. Il se renferma parfois, rejetant les mains gantées et les sondages. Mais quand Aaliyah était là, il revenait à lui-même. Il venait chercher sa berceuse comme on plonge dans une rivière connue. Au deuxième matin de la tournée d'évaluation, Margaret Sutter vint parler avec Aaliyah. Elles s'assirent dans la cuisine, autour d'une table qui avait connu des thés et des confidences. Margaret n'avait pas l'air d'une juge impassible, ni d'une militante. Son regard était celui d'une personne qui avait vu trop de vies brisées et qui savait que la justice ne se résumait pas à des verdicts. « Je suis ici pour comprendre », dit-elle d'une voix posée. « Je veux savoir ce que vous savez du petit, ce qu'il vous donne et ce que vous attendez. Rien de plus. » Aaliyah lui parla de la berceuse, sans donner de détails théâtrales. Elle parla de ce qu'elle avait perdu jadis et de la façon dont une chanson peut, parfois, réparer mieux que des mots. Elle expliqua qu'elle n'était pas une experte, qu'elle faisait ce qu'elle savait faire. Écouter. Margaret écouta, notant des choses sur un carnet. La simplicité du soin d'Aaliyah, la manière dont Trey s'ouvrait à elle, la solidité de son affection. « Je ne suis pas ici pour vous défendre ou vous attaquer, » murmura Margaret. « Je suis ici pour recommander ce qui est le plus sûr pour l'enfant. » La phrase était à la fois bannière et menace. Le mot « sûr » résonnait dans la cuisine comme un glas. Aaliyah comprit que la bataille se jouerait sur des termes techniques, sur des mots qui semblaient neutres mais portaient la lourdeur des décisions. Elle accepta la neutralité de Margaret, sachant qu'elle devrait transformer sa vérité en preuve, non pas par violence, mais par clarté. La machine à potins, néanmoins, tournait à plein. Une vidéo, maladroitement retouchée, parvint à un média tabloïd. On y voyait des fragments de scène, des gros plans qui prenaient une réalité et la tordaient. Le geste d'Aaliyah rapproché, la main d'une nourrice présentée selon un angle où elle paraissait brusque, un sourire d'enfant découpé hors contexte. La vidéo gagna la ville avant que qui que ce soit ne puisse l'arrêter. Victoria laissa circuler le morceau exact qui produirait le plus d'effet. Anthony, soucieux de l'impact, avait fourni les éléments. Dans les jours qui suivirent, la maison fut assiégée par des interviews demandées, des appels, des questions de voisins curieux. La presse construisit un récit simple. Une femme de ménage outragée par l'intrusion du privé, un enfant catère, qui aimait inconsciemment une figure improbable. Certains commentaires furent cruels, d'autres, paradoxalement, touchants. Sur les réseaux, une partie du public se montra incrédule et hostile. Une autre, émue par la possibilité d'une migration d'affection hors des lignes attendues, se rangea à la faveur d'Aaliyah. Dans ce chaos, Aaliyah reçut un visiteur inattendu, Lucille Holloway, une infirmière à la retraite qui avait connu les corridors des maternités et les secrets que l'on étouffe. Lucille avait l'air plus âgée que ses mots, mais ses yeux conservaient une vivacité douce. Elle entra sans frapper, comme si elle avait le droit d'être là, et posa une main sur l'épaule d'Aaliyah. « Je vous ai vu chanter l'autre soir, » dit-elle simplement. « Je n'ai pas oublié. » Aaliyah se mordit la lèvre. Elle n'avait rien à donner à Lucille, à qui elle n'avait parlé qu'une fois, des années auparavant, mais il y avait dans la voix de l'infirmière une familiarité qui n'était pas intrusive. Lucille dit qu'elle avait entendu parler de la requête et qu'elle pensait que l'on s'acharnait sur la mauvaise personne. Elle parla ensuite d'une chose plus délicate, d'une adoption passée. « Je vous ai soigné il y a longtemps », dit Lucille. « Votre dossier était discret. Il ne l'est pas pour ceux qui savent chercher. Si vous voulez, je peux vous aider à retrouver ce qui doit être retrouvé. » Il n'était pas besoin d'en dire plus. Les mots « retrouver » et « adoption » faisaient danser derrière les yeux d'Aaliyah des images qu'elle avait laissées en silence. Un lit trop grand pour elle,
une décision prise entre larmes et certitude, le prix d'un choix qui avait été pris pour la survie d'un enfant. Lucille, sans brusquer, confirma qu'en 2018, il y avait eu une adoption fermée. Personne, depuis, n'avait cherché à nommer l'enfant publiquement. Mais Lucille savait lire les traces. Elle connaissait les registres, les gardiennes d'informations et surtout, elle connaissait les hommes et les femmes qui, par habitude, laissaient des indices. L'idée de retrouver Elijah, c'était le nom qu'Aaliyah prononça à voix basse, la fit chanceler et sourire en même temps. Elle n'avait jamais permis à son cœur d'imaginer l'enfant après qu'il eût été confié. La joie de la pensée se mêlait à l'effroi. Que ferait sa recherche à présent, au milieu d'une tempête qui menaçait de tout détruire? Elle craignit surtout que Victoria ne transforme cette information en arme. Lucille proposa alors un plan discret. Elle savait comment approcher un centre de garde, comment observer sans entrer, comment, avec patience, retrouver une trace. « On ne t'interrogera pas en face, dit-elle. On verra. Et si tu veux franchir le pas, nous le ferons avec des précautions. » Aaliyah sentit la décision remonter en elle comme un courant. Chercher Elijah signifiait appeler au dehors une blessure qu'elle pensait refermer. Mais elle décida, enfin, qu'elle ne pouvait plus vivre sans regarder ce qui avait été en dehors de sa portée. La nuit même, avec Lucille, elles dressèrent une liste. École, crèche, quartier probable. Lucille sauva des numéros, fit des appels à voix basse, et surtout dit quelque chose qui pesa davantage qu'une promesse. « S'il est en sécurité, tu dois le savoir. » Pendant que Lucille faisait ce travail d'ombre, la pression externe montait. Victoria intensifiait l'offensive. Elle affirma, devant des avocats étonnés par sa précision, que toute intimité non contrôlée autour de Trey menaçait sa sécurité. Elle menaça de diffuser davantage de documents si on ne prenait pas des mesures immédiates. La tactique était claire. Créer un contexte où la présence d'Aaliyah semblerait incompatible avec la tranquillité publique. C'est alors que Dwayne franchit une ligne qu'il n'avait pas imaginé franchir. Fatigué des manipulations et irrité par la froideur méthodique de Victoria, il convoqua sa tante dans son bureau. Les portraits familiaux semblaient peser davantage dans la pièce. La voix de Victoria restait froide, ses mains effleurant les dossiers comme un pianiste sur des touches anciennes. « Pourquoi utiliseriez-vous la vie privée d'une femme ainsi ?» demanda Dwayne sans hausser la voix. « Que cherchez-vous exactement ?» Victoria, en apparence implacable, répondit que la protection de Trey et du nom valait tous les sacrifices. « L'optique est essentielle, » dit-elle. « Nous devons circonscrire le risque. » La réponse laissa un froid. Dwayne, pourtant, venait de voir autre chose. Il avait vu Trey apaisé par une chanson. Il avait vu aussi la détresse d'Aaliyah dans des yeux fatigués qui ne demandaient rien d'autre que de faire ce qu'elle savait faire. Il y avait dans ce conflit une question d'humanité plus que de réputation. Il éprouva une colère froide. Non pas une rage de pouvoir, mais une colère qui venait de l'instinct. L'instinct de protéger l'enfant et de défendre la simplicité d'un geste. Il décida ce jour-là de soutenir Aaliyah. Pas par calcul politique, mais par insufflation morale. Il mit ses avocats à travailler d'une autre manière. Défendre l'importance de l'attachement dans le dossier, demander des évaluations impartiales et surtout, ne pas laisser la presse formuler le récit à leur place. Il prit une décision qui coûterait de la tension dans la famille. Affronter Victoria en privé s'avéra nécessaire. Victoria ne se laissa pas déstabiliser publiquement. En revanche, ses tactiques prirent une forme plus sournoise encore. Si la presse attisait la foudre, alors elle préparerait le parapluie des apparences. Anthony intensifia ses recherches, et dans un geste qui révéla son cynisme, il fournit à Victoria des fragments d'informations sur l'adoption d'Aaliyah. Non pour exposer l'enfant, disait-il, mais pour contextualiser le risque. Leur conviction était précise. S'il fallait battre la femme qui bousculait l'ordre, on fouillerait son passé jusqu'à trouver des éléments susceptibles d'ébranler sa crédibilité. Le clivage monta. D'un côté, les partisans d'une approche juridique stricte, de l'autre, une empathie diffuse qui commençait à s'organiser autour d'Aaliyah. Parmi cette dernière, des voisins anonymes, une collègue de nettoyage et, plus surprenant, certaines voix dans la presse locale qui commencèrent à poser des questions sur la manière
dont la richesse façonne les récits. Un journaliste indépendant écrivit un article nuancé qui exposait autant la fragilité des preuves que la capacité de la narration à transformer la vérité. L'article fut partagé. À mesure que la tempête médiatique grossissait, quelque chose d'autre se tramait dans la vie d'Aaliyah. La douleur d'un secret lui donna de la force. Elle décida de retourner la tactique en sa faveur. Si l'on voulait la réduire au silence, elle parlerait. Mais elle ne parlerait pas pour se défendre mécaniquement. Elle parlerait pour raconter une histoire plus vaste. Elle voulait que l'on voie la personne derrière l'image fabriquée, que l'on entende la chanson plutôt que d'écouter les rumeurs. La décision de révéler fut prise avec méthode. On écrivit un plan, une interview télévisée, courte, mesurée, sans sensationnalisme. Dwayne s'engagea à protéger la forme. Margaret, bien que neutre, accepta d'être présente en arrière-plan pour éviter tout relativisme qui aurait pu basculer en mise en accusation. Lucille, fidèle, proposa d'être témoin des faits relatifs à l'adoption. Elle n'avait pas l'intention d'exposer personne, seulement d'attester du caractère fermé de la procédure et de la douleur qu'elle avait vue. 2 semaines plus tard, l'émission fut enregistrée en direct. Diane Clark, journaliste réputée pour son regard précis, posa les questions avec une courtoisie tranchante. Le cadrage fut simple. Aaliyah, assise, vêtue d'un pull sobre, Trey à l'école chez une nounou pour la journée, Dwayne non visible derrière la caméra. Les micros captèrent la respiration des téléspectateurs, mais les mots se mirent en place. « Pourquoi maintenant ?» demanda Diane au moment où l'émission bascula vers l'essentiel. « Pourquoi dévoiler ce que vous aviez choisi de garder ?» Aaliyah prit une seconde. Elle pensa à la main de Trey, à la chaleur de sa joue, à la gifle qui avait rougi sa peau, et à la clé noire qui avait réveillé la logique du monde. « Parce que je ne veux pas que ma chanson soit transformée en pièce à conviction, » dit-elle d'une voix ferme mais douce. « Parce que mon passé m'appartient, mais qu'il ne doit pas servir d'arme. Et parce que je refuse qu'on dise qu'un enfant ne peut être aimé que d'une certaine manière. » La phrase fit vibrer l'antenne. Elle continua, racontant, sans entrer dans des détails morbides, ce qu'était l'adoption. Une décision prise dans un temps de détresse, finie par amour et par protection, souvent silencieuse. Elle parla d'Elijah, comme on parle d'un fantôme qui revient parfois au hasard d'une chanson. Elle déclara qu'elle avait cherché à le savoir en silence et qu'elle avait trouvé Lucille, qui l'avait aidé à localiser des indices. Puis, distinctement, elle désarma l'accusation la plus tenace. « J'aime Trey. Je l'ai aimé comme on a aimé d'autres enfants. Je ne suis pas sa mère biologique, mais je ne suis pas non plus une menace. J'ai chanté pour que son souffle reprenne, pas pour le remplacer. Ma vie n'est pas un piège. » Elle posa ensuite une question qui sembla mourir sur l'antenne comme une injonction. Quand l'amour devient-il une faute? La lucidité de sa parole transforma la discussion. Elle ne supplia pas, elle nomma une injustice. À la fin de l'interview, dans un mouvement de grande dignité, Aaliyah se permit de chanter 2 phrases de sa berceuse. La caméra se fit discrète. La chanson, simple, eut l'effet d'un hommage. Les téléspectateurs entendirent quelque chose d'authentique. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Certains commentateurs, touchés, tournèrent la conversation vers les conditions des mères en crise, les évaluations biaisées, la propension des puissants à transformer le privé en arme publique. Victoria pourtant ne renonça pas. Elle fit valoir que la révélation d'une adoption fermée justifiait une enquête sur la stabilité émotionnelle d'Aaliyah. Elle poussa ses avocats à questionner la sincérité de la confessante. « Pourquoi maintenant si ce secret était protégé ?» demanda-t-elle lors d'une interview sèche. « On ne révèle pas un passé au gré d'un récit émotionnel. » La réaction publique, cependant, changea de tonalité. Le public commença à voir Aaliyah non comme une énigme, mais comme une personne. Les messages de soutien affluèrent. Des appels à la réserve et à la dignité furent publiés. Des groupes locaux d'aide aux mères en crise commencèrent à proposer leur soutien. Un média, touché par la simplicité de l'histoire, publia un papier sur le poids moral des choix d'adoption et la façon dont la société jetait souvent le blâme sur les personnes qui avaient pris les décisions difficiles. On procéda, parallèlement, à des analyses techniques sur les vidéos qui avaient circulé.
Les experts mandatés trouvèrent des indices de montage et de manipulation d'images. Certains fragments avaient été réassemblés hors contexte, certaines couleurs rehaussées pour produire un effet. Ces constatations affaiblirent nettement la thèse d'une faute grave. Elles ne délivrèrent cependant pas d'un coup l'accusation. Elles permirent seulement de suggérer qu'un mensonge avait été utilisé pour avancer une stratégie. Sur le plan judiciaire, la situation resta prudente et lente, comme la justice souvent l'est. Une audience préliminaire fut organisée. Des psychologues et des spécialistes de l'attachement furent appelés à témoigner. On ne retira pas trait de la maison, mais le juge ordonna des évaluations approfondies et des périodes de supervision. Margaret Sutter fit preuve d'une neutralité active. Elle vint devant le tribunal expliquer comment l'attachement sécurisant pour un enfant est un précieux indicateur de bien-être. Ces mots firent la différence. Ils placèrent au cœur du dossier le besoin véritable de l'enfant, plutôt que la seule peur de l'optique publique. Dwayne, quant à lui, accepta enfin de porter publiquement la contradiction. Il tint, devant la presse, une courte déclaration. « Ce que je vois, c'est un enfant qui trouve un repos. Nous devons mettre la dignité de cet enfant au-dessus de nos peurs d'image. » Les mots, simples, firent vaciller la position de Victoria dans la sphère sociale. Mais il y eut des conséquences. La tension familiale monta, et Victoria se retira avec fureur du cercle interne. Le pouvoir des apparences, toutefois, perdura. La bataille pour le récit n'était pas finie. Au fil des semaines, Lucille poursuivit son propre travail de veille. Elle finit par localiser l'enfant qui, peut-être, était Elijah. Elle ne le découvrit pas par miracle. Elle le trouva par l'observation patiente d'un centre de garde, où parfois, les enfants semblaient avoir un port semblable au sien. Elle ne fit pas de photos publiquement. Elle ne força rien. Elle observa, en respectant une distance éthique, et choisit ensuite de transmettre une image privée à Aaliyah. Un cliché anonyme, où l'enfant jouait dans un coin de parc, une boucle de cheveux rebelle, un geste que seule une mère pouvait reconnaître. Quand Aaliyah reçut la photo, tout le monde s'était retiré du salon. Elle se tenait debout, la respiration contenue, tenant entre ses doigts un petit document, la preuve que son fils vivait quelque part. Elle sentit une vague d'émotion la traverser, mais ce ne fut pas un cri public. Ce fut un battement qui alla du fond de sa poitrine jusqu'aux yeux. Elle pleura, longtemps, mais en silence. Lucille prit sa main, posant sur ses doigts une force complice. Elle n'avait pas le droit, alors, à la jubilation. Elle n'avait que la responsabilité d'un secret devenu espoir. Aaliyah décida, en accord avec Lucille et Dwayne, d'opter pour la prudence. Elle ne ferait pas un pas public vers Elijah. Si elle voulait construire quelque chose pour l'accueillir un jour, il lui fallait d'abord stabiliser le terrain. Elle établit un plan, continuer à être présente pour Trey, se battre dans la sphère publique pour la dignité des mères, et préparer éventuellement, de manière respectueuse, une rencontre éventuelle, quand le temps et la sécurité le permettraient. Elle comprit que le cœur peut vouloir ce qu'il veut, mais que la sagesse exige des délais. Les semaines suivantes furent occupées à une autre forme de travail. Transformer la contestation en opportunité. La visibilité qu'elle avait acquis à contre-cœur devint un levier. Des groupes de soutien vinrent proposer à Aaliyah de participer à des projets de sensibilisation, des associations locales contactèrent Dwayne pour discuter de financement, et Margaret suggéra la création d'un fonds qui pourrait aider les mères en crise, fournir des solutions de logement et des consultations médicamenteuses et psychologiques adaptées, sans stigmatisation, en accompagnement. Peu à peu, l'idée d'une fondation prit forme. Dwayne, touché par la vulnérabilité et la dignité d'Aaliyah, proposa de co-signer la création d'une structure philanthropique visant à soutenir les mères dans les semaines et mois suivant la naissance, afin d'éviter que d'autres décisions douloureuses ne soient prises dans la solitude. On revendiqua un nom simple, la Maison du Chant, en hommage à la berceuse qui avait tout déclenché. L'idée irrita certains conseillers, craignant une récupération d'image. Mais Dwayne et Aaliyah tinrent bon. Ce n'était pas un geste de relation publique, assurèrent-ils, mais une réponse pratique à une réalité. Victoria, qui avait perdu l'initiative de l'opinion publique, glissa dans une posture plus défensive. Elle continua à défendre la nécessité d'une protection stricte,
Mais son pouvoir d'arbitre se rognait. On évita les grandes scènes, la famille, épuisée, préféra régler le conflit par des négociations internes. Dolores, enfin, trouva un courage qu'elle n'avait pas montré auparavant. Elle alla voir Aaliyah un soir, la main tendue. « Je t'ai giflé », dit-elle d'une voix brisée par le remords. « Je pensais protéger la maison, je me suis trompé. » Aaliyah fixa Dolores un long moment. La blessure était réelle, les dégâts aussi. Mais il y eut, dans les yeux d'Aaliyah, une grâce qui n'était pas concession simple. C'était la reconnaissance d'un autre cœur qui avait joué, maladroitement, son rôle. « Tu as agi comme tu pouvais », murmurait-elle. « Mais nous devons mieux nous parler. » Elles se prirent la main, et la scène fut un petit miracle. Deux femmes différentes échangeant une forme de pardon. Lorsque la Maison du Chant fut officiellement annoncée, la couverture médiatique changea d'angle. Moins sensationnalisme, plus projet. La Fondation proposa des ateliers, des espaces d'écoute, un réseau de parrainage maternel et des ressources pour les mères qui peinaient à concilier naissance et stabilité. Aaliyah accepta d'y prêter sa voix, non comme symbole mais comme praticienne. Elle voulait apprendre à traduire le réconfort qu'elle savait donner en gestes reproductibles. La berceuse, désormais, n'appartenait plus à un seul enfant. Elle devint une métaphore de l'aide. La route fut longue. Il y eut des renaclements, des procès d'intention, des insinuations persistantes. Mais la rivière d'opinion coulait désormais autrement. On vit apparaître des lettres d'excuses, des dons anonymes, des témoignages de femmes qui racontaient comment elles avaient été forcées à choisir sans soutien. Des voix qui, autrefois, n'auraient pas dit un mot se mirent à parler. Quant à Victoria, elle prit une posture différente à l'égard du pouvoir. Elle ne devint pas une sainte repentante. Son visage resta tracé par l'orgueil. Mais la victoire qu'elle attendait sur l'image ne vint pas. À la place, elle dut admettre qu'un récit humain ne se cautionne pas par des contrôles d'optique. Il exige, avant tout, une écoute. On ne la pardonna pas, mais la famille trouva, par la fatigue, une manière de recoudre ce qui était déchiré, non pas en effaçant le passé, mais en décidant de ne plus en faire une arme. La rencontre, longtemps imaginée par Aaliyah, ne se produisit pas de façon spectaculaire. On abolit l'idée d'un rendez-vous théâtral. Au lieu de cela, Lucille, à la manière d'une messagère prudente, réussit à obtenir une photo de l'enfant. Non une photo publiée, mais un cliché discret, pris lors d'une sortie au parc où Elijah, silhouette frêle, ramassait une branche comme s'il préparait un trésor. Le cliché fut transmis à Aaliyah dans une enveloppe scellée. Elle l'ouvrit seule, dans sa chambre. Il y eut là la reconnaissance d'un visage qu'elle aurait pu reconnaître au son d'un rire. « Il est en sécurité », dit Lucille derrière elle, respectant la distance. Aaliyah ne parla pas. Elle sentit une paix lente, non l'extase d'une réunion magique. La photo était un signe. Ce n'était pas une fin, mais un commencement silencieux. Elle plaça la photo dans un tiroir, la regarda, puis la glissa dans son portefeuille, comme un talisman. Le jour de l'inauguration de la fondation fut froid, mais clair. Des visages de toutes origines se pressèrent dans la petite salle de réception. Trey, trop jeune pour comprendre la portée de l'événement, courait entre les chaises, souriant à Aaliyah, comme s'il savait que quelque chose d'important se tramait. Dwayne prononça un discours bref mais sincère. Il parla de responsabilité, pas de rédemption. Margaret fut invitée pour une courte allocution sur la nécessité d'intervenir avec respect auprès des familles. Quand vint le moment où Aaliyah dut prendre la parole, elle hésita un instant. Mais sa voix, quand elle parla, eut la clarté d'une personne qui sait ce qu'elle veut sauver. Elle parla de la fragilité des choix, de la nécessité de la dignité et de la façon dont une chanson peut atténuer des peurs. Elle remercia ceux qui l'avaient soutenue, sans nommer les responsables de la diffamation. Elle préféra concentrer le message sur l'aide aux mères. À la fin, on lui remit une petite plaque symbolique. Elle la prit, la posa contre sa poitrine et adressa un regard à la salle. Elle chercha et trouva Dolores et Lucille parmi les visages. Elles échangèrent un sourire lourd de choses non dites. Dwayne sourit à son tour, comme si un accord, fait de respect et de limites, venait d'être scellé.
Le soir, après la cérémonie, alors que la maison retrouvait sa respiration habituelle, Aalia s'assit au bord du lit de Trey. Elle prit la photo d'Elijah entre ses doigts. Trey, fatigué, tendit la main et pressa sa joue contre la sienne. Aalia chanta une longue strophe de la berceuse. La voix était basse et pleine. La chanson n'avait pas perdu son pouvoir. Elle calmait et elle transformait. Quelques jours plus tard, un message arriva, discret, d'une institution locale qui offrait un dispositif de médiation pour des rencontres futures, encadrées et respectueuses. On proposait des étapes, des rencontres sécurisées et un travail psychologique pour toute personne impliquée. Aalia sourit, silencieusement reconnaissante. Ce n'était pas une promesse de réunion immédiate, mais une structure qui, peut-être, ouvrirait la porte à l'avenir. La presse continua de raconter des choses, mais l'angle changea. La conversation publique porta désormais sur les structures de soutien, la dignité des femmes et l'abus éventuel d'images pour faire tomber des vies. On parla aussi de la puissance d'une femme simple qui avait choisi la parole. Aalia ne chercha plus la reconnaissance. Elle voulait seulement que la pièce soit remise à sa juste place. La dernière scène se déroula au printemps, dans le petit jardin familial transformé pour l'occasion en endroit de partage. Une fête modeste fut organisée pour les familles, soutenue par la fondation. Des enfants couraient, des mères riaient, et des bénévoles distribuaient des tartes tièdes. On y vit des gestes simples d'entraide, des échanges de numéros, des promesses de présence. Un panneau posait au fond le nom de la fondation, la Maison du Chant. Un nom qui n'était pas vain. Aalia, ce jour-là, tenait très contre elle. Il plaça sa tête sur son épaule comme il en avait l'habitude, et elle chanta encore. La berceuse, devenue refrain public, berça d'autres enfants. Lucille, Dolores, Margaret, et même quelques visages hésitants du monde de la maison venaient écouter. Un message électronique tomba alors, discret, dans la boîte personnelle d'Aalia. Une photo envoyée par Lucille, prise d'une distance respectueuse, montrant Elijah à l'extérieur d'une garderie, tenant la main d'une éducatrice. On voyait son profil, sa foulée. La photo était nette et douce. Elle n'exposait pas. Elle assurait. Aalia la montra à Dwayne, puis la glissa dans son portefeuille avec un geste qui disait « Je sais ». Elle remercia Lucille en silence. Le récit ne se conclut pas par une apothéose judiciaire, ni par l'effondrement d'un antagoniste. Il se referme sur une petite scène intime. Aalia, au crépuscule, déposant Trey dans son lit, essuyant sa joue et posant sa main sur la couverture. Elle chanta les dernières notes de la berceuse, celles qui appartiennent aux fins de nuit, pas aux grandes proclamations. Le chant, qui avait calmé un enfant, qui avait déclenché des tempêtes, qui avait conduit à la création d'une fondation, reprenait une fonction première, offrir sommeil et salut. La maison, avec ses lumières tamisées, reprit une respiration plus honnête. Les plaies restaient, les rancœurs aussi. On n'efface pas d'un signe les blessures humaines. Mais une nouvelle topographie relationnelle avait surgi, des partenariats, des remords transformés en actes, des projets. Et dans un tiroir, une photo d'un petit garçon que l'on n'embrassait pas ce soir, mais que l'on savait exister, offrait une paix possible. Aalia posa sa main sur la photo, respira, et laissa la chanson flotter jusqu'à ce que l'enfant soit plongé dans le sommeil. Dans la maison silencieuse, Dwayne, resté éveillé un instant, feuilleta des dossiers, puis ferma son ordinateur. Il regarda la porte de la chambre de Trey et sourit d'une émotion contenue. Il avait appris que la gestion des risques ne suffisait pas à répondre à la vie. Il avait appris aussi que la vérité récitée, humble et entière, pouvait changer la donne de l'opinion et de l'action. Il envoya un message à ses conseillers. Soutenir la Maison du Chant, pas pour l'image, pour ce qu'ils font. Le message fut bref mais déterminé. Au matin, la ville reprit sa course. Mais il restait, dans un coin de cette maison, la certitude qu'un petit geste, une main posée sur une joue, une chanson murmurée, pouvait déranger les architectures de pouvoir. Ce n'était pas une revanche, c'était une proposition, que la dignité, la solidarité et la parole mesurée puissent peser plus lourd que les manipulations de l'ombre. Aalia, les yeux fatigués mais calmes,
ouvrit le tiroir où reposait la photo d'Elijah. Elle la regarda encore une fois, puis la plaça soigneusement à côté de son cahier de chant. Elle se leva, rangea la cuisine, passa un coup de chiffon sur la table qui avait connu la clé noire. La photo, les dossiers. La maison prit un air de repos mérité. À la fenêtre, la lumière s'étira comme un long fil doré. Avant de redescendre pour la journée, elle s'arrêta un instant au seuil de la chambre où reposait Trey. Il dormait profondément. Alia posa sa main sur la joue de l'enfant, comme si elle voulait sceller une promesse. Garder la paix, protéger la personne, rendre possible l'avenir. Elle chanta, une dernière fois, la berceuse. La voix était faible, presque intime, mais claire. Les paroles se mêlaient au silence de la maison, au vent, à la ville au loin. Elle disait simplement « Il y a des chemins qui se tracent, des vies à protéger, et la vérité, dite avec courage, finit par transformer le monde autour d'elle. » La chanson s'éteignit doucement. La maison continua de respirer. Et, quelque part, une photo d'un garçon souriant resta comme la preuve qu'une paix, même fragile, peut être trouvée lorsque la voix s'élève pour dire la vérité.